Bonjour, c'est Delia et vous écoutez La Pelote, épisode 1. Hold up. I like that. Pour ce premier épisode, on va parler de la lutte afroféministe. L'afroféminisme, c'est un mouvement militant qui se base notamment sur le concept d'intersectionnalité, théorisé par l'universitaire Kimberlé Crenshaw dans les années 80. Ce concept permet d'étudier comment les différents mécanismes de domination interagissent entre eux, ce qui peut en créer de nouveaux. Plus simplement, la nécessité de l'afroféminisme vient du fait que l'expérience des femmes noires est entachée à la fois de racisme et de sexisme, ce qui crée d'autres problématiques qui ne sont ni vécues par les autres femmes ni par les hommes noirs. Pour en parler, j'ai invité Sharon Omankoy qui va nous raconter son parcours militant et son rapport à l'afroféminisme. I like that. Bonjour Sharon. Bonsoir. Aujourd'hui donc t'es venue avec moi pour parler d'afroféminisme, de ton parcours militant et de comment t'en es arrivée à faire toutes ces belles choses. Dis-moi, quand est-ce que toi, pour la première fois, t'as compris que t'étais une femme ? Alors c'est une grande question. Je dirais que je l'ai compris très tôt. Ouais, je l'ai compris dès mon plus jeune âge, parce que déjà on me le disait. Donc mes parents, ma maman notamment me le disaient souvent que j'étais une fille et que parce que justement j'étais une fille, bah voilà, j'avais pas mal de choses à faire, des façons de me tenir. Je savais que j'étais une fille aussi parce que voilà, j'avais ce rapport très privilégié avec ma maman qui me donnait beaucoup de conseils sur la manière aussi de prendre soin de moi, de prendre soin de mes cheveux, de mon corps. Ça a été enfin voilà, des longues discussions sur voilà, sur ce qui est attendu de moi, ce qui était attendu de moi, et on discute encore aujourd'hui, donc c'est voilà. Euh, donc je l'ai compris très tôt, dans le regard de voilà, de mes parents, dans les relations intimistes et privilégiées que je pouvais avoir avec ma maman, et je le comprenais aussi à l'extérieur. Même si en grandissant, j'ai aussi compris que j'étais une fille très différente. Déjà au niveau de ma taille, hein, puisque jeune, très, enfin, préadolescente, on va dire, voilà, je mesurais déjà 1m70, j'étais grande, et voilà, donc du coup, j'avais aussi un corps qui pouvait impressionner, interroger aussi, et c'est vrai que c'est à la préadolescence où en fait moi j'étais convaincue d'être une fille, mais c'est vrai que des fois j'avais le droit bah voilà, aussi à des réflexions comme quoi j'étais un garçon manqué, parce que voilà, je me plaisais pas forcément dans des tenues très féminine. Moi, je voyais une manière à moi d'être fille dans des tenues plus décontractées et voilà, plus sportives, puisque j'ai été basketteuse aussi pendant 17 ans. Donc voilà, c'est intéressant de voir aussi comment moi je pouvais avoir l'intime conviction d'être d'être une fille, mais que C'est remis en question quand t'arrives à l'extérieur, quoi. mais très vite remis en question quand j'étais à l'extérieur, quoi. Hmm. Et parallèlement, quand est-ce que pour la première fois, t'as compris que t'étais noire ? Bah, pareil, moi je l'ai compris très tôt, et je pense que c'est l'univers de l'école, surtout qui te renvoie le fait que tu es noir, et les premières réflexions agréables comme désagréables d'ailleurs sur ma couleur de peau, moi je les ai eues à l'école, dès la maternelle, voilà.
Je savais que j'étais noire parce que voilà, mes parents me le disaient. Je savais que voilà, ma famille n'était pas une famille comme les autres parce que voilà, mes parents étaient et sont toujours d'ailleurs congolais. Donc, encore une fois, moi, j'ai vraiment eu la chance de grandir dans un cocon familial où moi, mes parents m'ont donné beaucoup d'amour et beaucoup aussi d'outils aussi pour pas douter justement Mhm. de ces réalités-là, c'est-à-dire du fait que je sois une fille noire. Euh, il me le disait, moi je le verbalisais, mais c'était plutôt la confrontation avec le monde extérieur et avec notamment l'école. Moi je garde en tout cas un souvenir de l'école assez, je dirais pas difficile, mais effectivement plutôt complexe. En fait, moi j'ai grandi en Sarthe, au Mans. Les premières années où mes parents se sont installés dans cette ville, on a d'abord habité dans des quartiers du centre-ville et c'est vrai que dans les écoles, enfin dans l'école à l'époque que je fréquentais, il y avait très peu de noirs en fait, hein, donc j'étais peut-être la seule, voilà, donc parce que justement je faisais partie des rares enfants noirs ou racisés, du coup c'est vrai que bah, t'es l'objet de Curiosité. moqueries, de curiosité, qui va de la moquerie à des fois des remarques bah voilà, qui se veulent sympathiques, mais ça peut être voilà, un racisme un peu bienveillant ou quelque chose dans le style, mais c'est vrai que voilà, ça m'a pas empêché de poursuivre ma scolarité et de tisser plein de liens avec des camarades de classe, mais je pense que la prise de conscience en fait de ma couleur de peau, la conscientisation, c'est vraiment faite à partir du moment où mes parents ont bougé pour des raisons voilà, économiques, ont bougé de quartier et se sont installés euh, dans une cité. Voilà, dans une cité, les Sablons, où effectivement, là pour le coup, il y avait plus de personnes racisées, plus de personnes noires. Enfin voilà, en tout cas, c'était très diversifié et très riche en culture. Et du coup, ouais, là, c'était effectivement d'être dans une école où bah, je voyais des gens en fait qui étaient de la même couleur de peau que moi. Et ça a été un vrai choc parce que vraiment, ça a été un vrai choc parce qu'en fait, enfin voilà, moi j'étais dans ma petite école bourgeoise et avec tous les codes que ça avait aussi. Et c'est vrai que bah voilà, d'arriver dans un quartier qui est complètement différent, il y avait quelque chose de cool. Je suis avec des gens qui me ressemblent. Mhm. Et c'est trop bien et voilà et moi j'ai grandi avec bah voilà des camarades maghrébins enfin d'origine maghrébine asiatique enfin voilà voilà d'origine africaine donc il y avait quelque chose qui me semblait limite ouais, normal, ça allait de soi. Je me disais, mais c'est des gens qui me ressemblent. En fait, on a un truc en commun. Je savais pas nécessairement quoi, mais voilà. Plus j'avançais en primaire et voilà, et je discutais avec mes camarades. Et c'est vrai que voilà, nos parents venaient d'ailleurs, en fait. Nos parents venaient d'ailleurs et moi, je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à parler aussi de ma culture avec mes Mhm. camarades. Ils me parlaient de la leur et, euh, et ouais, donc ça a été une conscientisation bon, qui s'est fait voilà, progressivement. Ouais, et effectivement, donc il y a ce passage-là. Puis c'est hyper chouette parce que c'est dans cette école que je me suis découvert une passion aussi pour le basket. Et c'est aussi intéressant parce que les questions de genre étaient aussi interrogées différemment dans cette école aussi de quartier populaire où du coup, on questionnait pas nécessairement ma féminité. Moi,
enfin, on aimait faire du sport ensemble, délirer ensemble, donc on se posait pas trop de questions. Et c'était effectivement une école qui était particulièrement axée sur le sport. Et du coup, moi, j'ai beaucoup été poussé, voilà, beaucoup été poussé par mes camarades, par mes profs, du fait de ma grande taille. Et Ils donc, se sont j'ai... tout de suite dit va vers le Ouais, basket. exactement. Donc ouais, non, c'était... En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une conscientisation qui s'est fait, voilà, progressivement, en douceur, finalement aussi. Voilà. Ok. Et du coup, on en est arrivé au sujet principal pour lequel on est réunis toutes les deux aujourd'hui. Mhm. À quel moment tu fais le lien entre les deux, en fait, entre le fait d'être une femme, le fait d'être noire? À quel moment la notion d'intersectionnalité intervient dans ta vie, même si tu n'as pas encore le mot là dans ton vocabulaire à cette période? Alors, effectivement, moi, je tiens à rappeler que la notion d'intersectionnalité, moi, je l'ai... le mot, en tout cas, j'en ai eu la définition et, on va dire, la compréhension à l'âge de 26 ans, hein. Donc, avant ça, moi, je savais pas ce que c'était. Mais moi, ce qui m'a fait ouvrir les yeux justement sur cette intersection, sur mon intersection, sur mes intersections, c'est la pratique du basket en fait. Moi, j'ai débuté le basket à l'âge de 10 ans. Comme je te disais, j'étais effectivement très grande et voilà, c'était en Sarthe, c'était pas à l'époque, je pense, et même encore aujourd'hui, enfin voilà, un département où il y a énormément de personnes noires non plus, tu vois. Donc j'étais souvent minoritaire, bah voilà, aussi dans mes activités sportives. Et c'est vrai que la pratique du basket a été l'occasion aussi pour moi de découvrir aussi le racisme. Euh, Même si j'avais pu le connaître à l'école, voilà, mais c'est pas... Je savais que ça existait, mais je me défendais comme je me défendais. Soit au mieux je t'insultais, soit au mieux je me tapais avec toi, tu vois. Mais c'est vrai que le basket, ça a été particulier parce que j'en ai joué en club. J'en ai joué en club et c'est vrai qu'à cette époque-là, je savais que mon corps, que mon physique était recherché à la fois pour de la performance et les entraîneurs s'autorisaient mais ouvertement à tenir des propos qui étaient racistes et qui du coup étaient à la fois animalisants, c'est-à-dire qu'on me renvoyait souvent au fait que j'étais une gazelle, voilà, que j'étais une sorte de lionne, de tigresse, enfin voilà, je crois que j'avais droit à des noms improbables d'animaux de la savane. Euh, et au début, voilà, il y a toujours cette phase un peu de racisme aussi intériorisé, tu vois. Tu te dis que c'est pas méchant, tu te dis que c'est ton coach, que c'est pour rire, qu'il faut apprendre enfin voilà, à rigoler aussi un peu de soi et pas voir le mal partout et puis aussi parce que t'aimes trop le basket, que t'as envie de jouer, que t'as pas envie de perdre bah la sororité aussi que tu crées avec tes coéquipières, etc. Mais je sentais que voilà, qu'effectivement, on attendait de ma couleur de peau une performance, une certaine puissance physique. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, être une femme noire dans le sport, en fait, c'est très étrange. Très étrange parce qu'en fait, à un moment ou un autre, on va forcément te renvoyer à ta couleur de peau. Et ce sera toujours non pas dans quelque chose de valorisant, mais toujours dans un versant négatif. Et en fait, j'ai fait avec pendant 17 ans, quoi. J'ai fait avec pendant 17 ans. Donc c'est vraiment le basket qui a été l'occasion pour moi de
de comprendre voilà, mes intersections. Et après, évidemment, il y a aussi ma vie personnelle et enfin voilà, ma vie familiale aussi, hein, en grandissant aussi. Plus j'avançais dans l'adolescence et j'ai eu aussi un peu des phases de, je pense, ouais, de rébellion aussi, ouais, parce que j'étais l'aîné. Il y a aussi Mhm. ça, j'étais l'aîné de ma famille, enfin l'aîné de ma fratrie, pardon. Ma mère avait toujours cette, aussi adorable qu'elle puisse être, avait cette, ouais, cette rhétorique constante de, voilà, hein, t'es une fille, les filles, ça doit faire à manger, ça doit s'occuper de ses frères et sœurs, ça doit être propre, ça doit être bien se tenir, ça doit pas... Enfin voilà, donc il y avait et les attentes, comment dire, et la pression que je pouvais avoir au basket de bah, une basketteuse, une bonne basketteuse doit être comme ci, comme ça. Dehors, il y avait aussi des politiques de respectabilité. En fait, j'en ai eu partout, aussi bien au basket, aussi bien C'est-à-dire politique de respectabilité. c'est-à-dire que pour moi, ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, en fait, ce sont tous ces attendus, en Mhm. fait, que les gens projettent sur toi et c'est ce qui fait de toi quelqu'un de respectable, en fait. Donc, je devais être une bonne fille noire. Voilà. Mhm. Je devais être une bonne sportive noire, donc une bonne basketteuse noire. Je devais être une bonne fille noire respectable, bah justement, pas être en dehors des clous, pas être en dehors de la norme, Parce qu'on t'attend au tournant quoi qu'il arrive en parce fait. qu'on t'attend au tournant, parce que si tu fais bah voilà, des choses de travers, si tu as des mauvaises postures, des comportements qui sont en dehors de ce qui est attendu de toi, c'est très vite sanctionné par des insultes ou par de la violence. Donc c'est vrai que dans tous les espaces que moi j'investissais, plus j'avançais dans l'adolescence et je trouvais ça de plus en plus étouffant. Mhm. Mm. Et tu choisis de t'engager pour lutter contre tout ça en fait sur la fin de ton adolescence déjà, tu as des prémices de ça à ce moment-là quand tu dis que tu as commencé un peu à te rebeller à la fois contre ta famille etc. Voilà, c'est un peu comme beaucoup de gens finalement à l'adolescence cette phase de rébellion et du coup à ce moment-là tu commences déjà un peu à essayer de mettre des mots là-dessus ou ça vient seulement plus tard? Ça vient beaucoup plus tard. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas. Quand je dis que je me suis rebellé, je crois que j'ai surtout, moi, intériorisé de la colère, en fait. C'était Mm. pas. Après, voilà, hein, moi, j'ai grandi dans une famille congolaise avec aussi. Bah voilà, avec l'éducation que m'ont enseigné aussi mes parents, avec ce que ça implique de pas se confronter comme ça aux aînés n'importe comment. Donc, j'avais droit à des vrais coups de pression. Donc, du coup, je pouvais pas non plus. Voilà, faire tout et n'importe quoi, mais c'est vrai que ouais, la fin de l'adolescence a été ce moment où je me suis dit mais en fait je suis en colère quoi. Mhm. Il y a cette question de la gestion de la colère. Je me rendais compte que j'avais des vrais moments de kiff hein, avec des potes, etc. Mais j'avais des vrais moments de colère où je me demandais mais pourquoi? Mais pourquoi voilà, au basket encore, on me sort des réflexions de merde. Euh, Moi j'avais de plus en plus une aversion pour les coachs, hein, notamment pour les hommes entraîneurs, vraiment. Parce qu'en fait t'en as eu plusieurs, il y en avait pas un pour rattraper l'autre. Bah ouais, j'en ai eu plusieurs. Moi, j'ai quasiment eu que des hommes dans ma carrière de basketteur. J'ai eu qu'une seule coach femme. Mhm. Donc voilà. Et en fait, ça a été un réel apaisement d'ailleurs. Ouais, non, non, j'ai eu quasiment que des coachs hommes. Et c'est vrai que, bah après voilà, j'ai pas eu non plus, j'ai pas joué dans 15 000 clubs. Donc si tu veux, des fois je Mhm. restais dans un club et je restais 2 ans, 3 ans, voilà. Donc, euh, mais c'est vrai que voilà, je sentais qu'on s'autorisait, en tout cas, parce qu'il faut pas oublier que c'est du basket et que le basket est un sport qui
En fait, moi, j'avais compris que en faisant du basket, en étant noir, je rentrais dans l'archétype de ce qui était attendu des noirs. C'est-à-dire, bah, t'es basketteuse, donc ça veut dire que voilà, t'as épousé toute une culture américaine, que en plus, comme moi, j'étais issu d'un quartier populaire, donc tu devais forcément voilà, avoir telle démarche, tel style vestimentaire, telle manière de parler, etc. Et c'est vrai que du coup, toutes ces projections, on te laisse pas de place, tu vois, pour être quelqu'un d'autre, ou on ne t'écoute pas, tu vois, même si justement t'es en dehors un peu de ce schéma-là. Donc voilà, et ça, effectivement, j'avais pas de termes précis là-dessus, mais je commençais ouvertement, si, je commençais ouvertement à dire les blancs ont une façon étrange de regarder les noirs. Mhm. Ça, je le disais clairement. Ça vient tôt. Ouais, ouais. Je savais que ouais, les blancs avaient une façon étrange des fois de regarder les noirs. Après, quand je disais les blancs, je désignais certains blancs, c'était pas tout. Not all white people. Voilà. Non, mais voilà, je parlais de blancs qui m'entouraient et qui justement avaient ces projections stupides et tout ça. Mais ouais, je sentais que, bah, parce que quand voilà, t'es une fille noire. En plus, moi, j'ai grandi en province, donc il y a aussi, voilà, t'étais aussi, bah voilà, partagé entre l'éducation, voilà, de tes parents et tout ce qui t'apporte aussi de la culture congolaise et en même temps, bah voilà, la culture française et c'est aussi beaucoup de questionnements en termes de construction aussi d'identité, etc. Donc je pense qu'il faut se rendre compte que pour beaucoup de jeunes racisés, enfin c'est des vrais les questions d'identité, c'est pas des questions à prendre à la légère en fait, parce que ça touche aussi notre santé mentale en fait. Moi, il y a eu des vrais moments où je pense que je me suis vraiment dévalorisé et dénigré en tant que fille noire en fait. Donc, ouais, non, la période de l'adolescence a été une période assez mouvementée, mais c'était pas voilà, une colère qui était forcément explosive à Mhm. l'extérieur, mais c'était une colère qui était intérieure et qui, en fait, était rongeante, quoi. Je sais pas comment on dit ça, mais Oui, qui me rongeait, quoi. l'adolescence, c'est une période où on se construit complètement, en fait. Et quand il y a ces obstacles-là, en fait, à ta construction, quand en plus, ouais, donc, comme tu dis dans ton cas, on projette des choses sur toi, c'est une période où on cherche à savoir qui on est. Donc, si on projette sur toi un stéréotype et en plus, tu fais quelques petites choses qui te font entrer dans ce stéréotype-là, ce qui fait qu'on t'enferme complètement dedans, tu peux pas, tu te dis, ok, je suis ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu performes le truc à donf, mais parce que t'as envie d'être. Je te dis, je faisais du basket, j'avais envie de jouer, j'avais envie de percer aussi Ouais. dans ce sport, hein. Moi, j'en ai fait un haut niveau, donc voilà. Et je me disais que ça faisait partie du deal. Voilà, c'était aussi les codes. Et tout ça mais bon après voilà plus je grandissais vers la fin de mon adolescence et le début de ma vie d'adulte j'ai aussi petit à petit commencé aussi à me démarquer et à m'affirmer aussi dans ma personnalité quoi. Je dis la fac c'est toujours cool parce que c'est aussi là que tu découvres plein de syndicats de courants machin. Bon moi je m'étais jamais vraiment greffé à un truc mais ouais, je me sentais apparenté un peu à une gauche Mhm. universitaire. Enfin, ouais, je sais pas comment on peut qualifier ça. T'allais d'âger en âger, histoire de voir tout ce qui Voilà. se fait un peu comme ça. Moi, j'étais un peu en mode, voilà, j'étais un peu en mode, bah ouais, construction, petit à petit, construction politique, tu vois. Donc ça, c'était aussi une période hyper intéressante parce que j'étais aussi bluffé par l'éloquence de certains étudiants. Mhm. Euh, Moi, ce que j'aimais dans ces temps, justement, à la fac, c'était
de voir. Moi, j'aime les gens qui ont des convictions, Mhm. mais tu sais, même physiquement, tu vois, qui sont dans un truc Qu'il y très. a un investissement Qui a un derrière, quoi. investissement. Je trouvais ça me faisait beaucoup penser à un engagement aussi que moi je pouvais avoir dans le sport, un truc comme ça. J'aimais bien, voilà, assister aussi à ces événements-là pour voir aussi un peu la puissance des gens, et dans les mots, et dans leur posture, etc. Ça me fascinait beaucoup. Après, politiquement, j'étais complètement à côté de la... Je pense que je... Ouais, non, non, on va pas se mytho, hein. Moi, j'étais une suiveuse, tout ça. Voilà. Donc, non, non. Mais le HESS va venir beaucoup plus tard, hein. Ça va venir en D'accord. 2013, hein. Ok. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que du coup, après, moi, je prends la décision de partir du Mans parce que ça me semblait compliqué de poursuivre. Voilà, après plusieurs expériences dans l'éducation, etc., je sens que le social, c'est vraiment ce que je veux faire, mais j'avais une nostalgie de la fac, en fait. J'avais une nostalgie de la fac, je sentais que j'avais besoin de retourner en cours, donc du coup, voilà, j'ai fait une licence sciences de l'éducation et sciences sociales à l'UPEC, donc à Paris 12 à l'époque. Ok. Et, euh, et pareil, donc ça a été un vrai changement parce que j'ai découvert Paris et moi j'ai découvert la banlieue parisienne en fait. Mhm. Avant même Paris, j'ai découvert la banlieue parisienne et, euh, et ça a été un vrai, pareil, ça a été un vrai choc aussi d'aller bah, dans une université où, voilà, où la majorité des personnes aussi me ressemblent et on, et voilà, découvrir Créteil et de voir qu'on... Enfin, tu vois, moi j'étais à Créteil-les-Chats à l'époque, je sais pas si ça existe toujours. Et ouais, c'était intéressant. C'était intéressant, bah voilà, d'avoir des copines de classe qui portaient le voile. Moi, ça a été pour la provinciale que j'étais. Sincèrement, moi, c'est de voir autant de personnes racisées, ça m'a fait du bien. Ouais, je comprends. Ça m'a fait. Enfin, moi, je suis pas sur Paris depuis longtemps. Ça fait 1 an, je crois, que j'habite à Paris. Et ça m'a fait la même chose, en fait. Je pense que je me rendais même pas forcément compte à quel point j'avais besoin de voir des gens qui me ressemblent autour de moi jusqu'au jour où c'est arrivé. Mais il y a, je sais pas pour toi, mais il y a un versant de ça en fait. C'est que j'ai l'impression que quelque part, il y a il y a certaines formes de racisme dont j'ai été protégée en grandissant en province, dans la mesure où, vu que les personnes racisées étaient plus rares là où j'ai grandi, il y a ce truc où, ouais, t'arrives et du coup, vu que tu vois plus de personnes racisées, tu vois aussi plus de racisme en fait. Tu vois aussi le regard que les gens portent sur, je sais pas, un groupe de personnes noires dans le métro, t'en croises pas quand tu viens du fin fond de ta province. C'est Il y en clair. a à Paris et du coup, fatalement, tu vois que le regard qui est porté sur eux, c'est pas le même en fait. Mm, Et du coup, il y a un espèce de d'ascenseur émotionnel en fait dans le fait mm. d'arriver à Paris et d'avoir tout d'un coup comme ça. Ouais, hyper trash, je sais pas, moi je me souviens de quelques descentes que j'ai pu faire à Châtelet, où tu vois des frères, où la police est autour et les contrôles, tu vois, tu te dis non mais D'où c'est quoi ce délire? Pareil, enfin, ouais, de situations vraiment, mais vraiment étonnantes où ouais, et puis voilà, Créteil, c'est marrant parce que c'est une ville qui m'a vraiment marqué. Enfin, même l'architecture, enfin, il y a plein de trucs comme ça où tu vois, tu te dis, mais putain, les gens vivent dans des grands bâtiments, dans des grands ensembles comme ça. On leur met des centres commerciaux pour, tu vois, les occuper. les occuper, tu vois, et finalement, ouais, et que quand tu vas à Paris, tu vois que c'est une toute autre population, c'est un tout autre mode de vie, moi, c'est des différences, en fait, que j'arrivais pas de différences sociales que j'arrivais pas à comprendre. Je disais, mais c'est fou quand même d'un territoire à un autre, voilà, comment il y a une sorte de séparation. Ouais. Et ça m'avait beaucoup marqué. Puis alors, le fait d'aller à l'EHESS, moi, ça a été une expérience traumatisante. Ah ouais. Mais vraiment, mais bien sûr. Bien sûr. Moi, j'arrive à l'EHESS, je reprenais des études, en fait. Mhm.
Après ma licence, j'ai fait un service civique en milieu hospitalier. Mhm. Euh, voilà, et ça arrive un peu au même moment où j'ai une vraie sensibilité à la question du VIH. Voilà, qui, bon, déjà, dans une histoire familiale, était présent, mais du coup, voilà, moi, quand j'arrive en Île-de-France, j'ai pris une décision, c'était de m'engager dans une asso bénévole, et je voulais que ce soit une association de lutte contre le VIH. Donc, voilà, et du coup, je commençais mon parcours, c'est mon premier terrain militant, hein, en fait, hein, la lutte contre le VIH et tout. Mhm. Donc voilà, moi j'ai ces occupations bénévoles d'un côté, et puis j'ai ce service civique voilà, de l'autre, où je rends visite à des malades dans les chambres, où je propose des activités et tout. Et puis à l'issue de ce service civique, je postule pour le HESS en étant convaincu que j'allais pas rentrer. C'était pour un master genre politique et sexualité. Mais du coup, le master là, c'était pour toi, pour ton intérêt personnel, tu voulais t'intéresser plus à la question ou c'était pour servir un but précis derrière? C'était pour moi. Ok. C'était pour moi. Parce que je pense que tu fais pas ces études par hasard. Hmm. Voilà, après on peut dire ce qu'on veut, je m'en fous. Je, j'entends les divergences, mais si je pars de mon expérience, je crois que tu fais pas ces études par hasard. C'est Ouais, euh, je suis d'accord. c'est des études où moi je cherchais une formation, j'étais là, je fais non, mais il faut que je pousse. Sharon, bats-toi, tu peux aller jusqu'au master, t'en es capable, nanana, mais comme moi je suis quelqu'un qui, voilà, en même temps avait ce parcours un peu hybride où, voilà, j'ai bossé pendant 2 ans, j'avais besoin de terrain. Je me disais que c'était le terrain qui allait me donner la révélation sur la formation Hmm. que j'allais choisir. Et en fait, ça a été limpide. En bossant en milieu hospitalier, en étant impliqué dans la lutte contre le VIH, j'ai compris que, ouais, la question des discriminations, en tout cas que la question du VIH réunissait les discriminations, t'obligeait à te positionner face à ça, et qu'en fait, le ressenti et la colère que moi je pouvais avoir en tant que femme noire, je pouvais percevoir et comprendre, je pouvais pas me mettre à la place, mais je pouvais comprendre la colère que pouvaient avoir, bah voilà, des personnes issues des minorités de genre et sexuelles, par Mhm. exemple. Donc tout ça a fait que non, j'avais très envie de m'emparer de ces questions-là, qui sont, voilà, pour moi, qui n'étaient pas des questions classiques, c'était des questions où tu sentais que ça me touchait dans ma chair, en fait. Ça me touchait dans ma chair, donc voilà, j'avais envie, moi, de me saisir des sciences sociales par ce prisme-là, en fait. C'est ça qui, moi, m'intéressait. Et en incluant des questions de santé. Parce que j'avais cet intérêt pour la prévention, la sensibilisation, etc. Donc voilà, j'ai fait le HESS pendant un an. Ok. Voilà. Et si du coup t'as arrêté, t'as plus voulu continuer ou juste Non, t'avais suffi tranquille? non, ça a été une année hyper compliquée. Moi, j'ai pas brillé là-bas. J'ai eu non, j'ai eu des notes correctes, vraiment. Mais en fait, j'avais un complexe de classe. Mhm. J'avais un complexe de classe. Moi, c'est vrai que je fais partie de ces gens qui n'ont pas programmé Pour aller là, ouais. pour aller là. Donc, quand t'es pas programmé pour aller à un endroit, c'est vrai que ouais, faut très vite trouver tes repères, prendre tes marques, et tu dois cravacher 2 fois plus que les autres. Moi, le jour de la rentrée, moi, je bossais, hein, enfin, j'ai intégré cette école et je travaillais. Et je m'en souviendrai toujours. T'as une meuf, premier jour, on se connaissait un peu des réseaux, etc. Et elle me disait, mais du coup, Sharon, toi, ça va? Je dis, ouais, ouais, bah écoute, content d'être là. Bon, je vais être étudiante salariée, mais tu vois, très contente d'être là. Mais il y a vraiment un truc de fierté en mode, putain, enfin, je suis à l'EHESS, quoi, tu Ouais, vois. le prestige un peu du nom de l'école. Exactement. Et elle me dit, non, mais salarié, mais comment tu vas faire en fait? Mais tu vas galérer.
Et en fait, quand elle me dit ça, putain, mais je suis là, je me dis, mais en fait, j'ai pas le choix de taffer, moi. Enfin, tu vois, j'ai pas le choix, ma vie étudiante a été comme ça, tu vois, de taffer, et du coup, je me suis dit, waouh, la meuf, elle est à l'aise pour me sortir ce genre de truc. Et je me dis, ouais, là, c'est le début d'un truc mystico-mystique, quoi. Donc, du coup, voilà, je fréquente cette école. Je suis vraiment, mais captivé par les enseignements. Il y a Mhm. des trucs qui m'ont vraiment passionné. Et puis, je me lie d'amitié aussi avec des gens aussi flamboyants, quoi. Donc, certains sont restés mes amis aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, 2013, ça a été une année particulière parce que c'est là que voilà, justement, je prends conscience de ces intersections, que je découvre des mots, bah, du coup, scientifiques, Mhm. voilà, des termes, des concepts, etc. Même si je galère dans la compréhension, même si, voilà, mais du coup, moi, ça m'a vraiment nourri, ça m'a vraiment nourri. Et ça m'a conforté dans l'idée que fallait que je m'intéresse au féminisme Mhm. parce que enfin au féminisme avec un grand F et un grand S à la fin. Moi j'avais assisté à un cours où on avait parlé du black feminism et ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué et puis moi ça m'a permis de faire des connexions. Je me suis dit mais dans la lutte contre le sida, par exemple, moi j'étais dans les accompagnements que je faisais, j'étais bluffé de voir aussi des femmes noires s'organiser, se réunir dans des associations, faire des assemblées des femmes, ou je pensais à des associations comme Uraka, comme Icambéré, qui existent toujours aujourd'hui. Voilà, et c'est des assos, j'étais là chez mes... Tain, les tantines, en fait, elles sont là depuis des années, elles se mobilisent, elles font des choses. Et puis quelque part, il y a une forme de non-mixité, enfin, de ce que moi me relataient les dames que j'accompagnais. Elles pouvaient parler d'elles à la première personne, parler de leur expérience avec la pathologie, tout ça. Et je me suis dit, c'est ça dont j'ai besoin, en fait. C'est ça dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de trouver un espace où je peux parler avec des femmes noires parce que je me dis, la colère que moi je peux avoir, ou que j'ai pu avoir dans mon adolescence, et même dans ma vie de jeune adulte, bah voilà, dans cette grande école que pouvait être le HESS et tout, où tu sens que ben, t'étudies des questions qui sont hyper intéressantes, mais tu restes toujours minoritaire en fait. Mhm. Tu restes toujours minoritaire. Il y a un décalage entre tes problématiques et les problématiques de tes camarades, en Ben c'est fait. ça. On parle pas le même langage. On parle pas le même langage et que du coup, et je me dis, mais tu vois, c'est encore une énième colère que j'ai, tu vois, Mhm. et que c'est une colère en plus où je sentais que là, ça commençait à déteindre sur mon estime personnelle. Je me suis beaucoup dévalorisé à cette période-là. Je me suis dit, mais je suis pas assez parisienne. Je suis pas assez éloquente. J'ai une écriture de merde. Enfin voilà, j'ai été beaucoup dans des trucs vraiment de dépression. Je sais pas s'il y a des trucs d'ailleurs là-dessus sur la dépression des jeunes racisés dans les grandes écoles. Je me rappelle d'un truc que j'ai vu sur Facebook, mais c'est souvent comme ça, je vois des posts, des Et liens ça se passe. et je les perds aussitôt, mais je précisais ça parce qu'en fait, enfin voilà, je pense que ça a été une période où, voilà, il y a eu tout qui s'entremêlait, et des questions raciales, et des questions aussi de classe, euh, et du coup, voilà, et que finalement, je n'arrivais pas à gérer en fait, que je n'arrivais pas à gérer, et qui m'ont beaucoup miné psychologiquement. Donc j'ai achevé cette scolarité, mais pour me soigner, pas thérapeutiquement, mais politiquement, Mhm. j'avais besoin de créer un espace. Et donc, c'est de là que tu crées Moissy?
Bah, un an après, ouais. Un an après. Mm. Un an après, en fait, voilà, toutes ces expériences un peu militantes dans la lutte contre le VIH, la découverte des féminismes intersectionnels, le fait d'avoir aussi découvert aussi tous les mouvements aussi queer, LGBT, etc. Parce que 2013, tout ça, c'est la période aussi où on arrive par rapport au mariage pour tous. Donc, c'était une année très enrichissante aussi au niveau politique parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouaient. Enfin voilà, ça m'a permis de découvrir des lieux aussi militants. J'allais à la mutinerie à l'époque. Enfin voilà, je découvrais plein d'assauts. Puis il y a eu le 8 mars pour toutes. Enfin, il y a eu plein de, voilà, il y a eu comme ça une éclosion de plein de, enfin, voilà, d'espaces militants où je sentais que petit à petit, on parlait de choses qui, voilà, pouvaient m'intéresser. C'était pas encore ça, mais voilà. Et 2014, voilà, je prends la décision de, voilà, de prendre un cahier et de commencer un peu à écrire le projet d'un groupe féministe pour femmes noires. Je savais où est-ce qu'étaient mes inspirations, mais mes inspirations étaient très limitées puisque celles que j'avais, en tout cas visuellement, c'était vraiment de la lutte contre le sida. Mhm. Je savais qu'il existait aussi la coordination des femmes noires, etc. Mais du coup, c'était pas... Je savais que ça avait existé, mais voilà, ça me paraissait assez loin et dans le plus proche, dans le plus concret, il y avait, voilà. Du coup, de là, je commence à contacter des personnes des jeunes femmes que je connaissais, voilà, de mon entourage amical ou juste, voilà, des meufs que je respectais et considérais, voilà. Puis on s'est réunis et j'aurais exposé le projet. Et voilà, et je leur ai dit, ben voilà, est-ce que ça vous botte qu'on fasse ça, qu'on construise ça et qu'on voit ce que ça donne. Donc, moi, si le nom est. Moi, je l'ai proposé. C'était intéressant parce qu'on a été on va dire, de mouvances complètement différentes en fait. Moi, j'ai pas réfléchi stratégiquement en choisissant. Tu vois, des personnes par rapport à comment dire, des compétences ou des espaces. Du coup, voilà, j'ai cherché autour de moi et finalement, voilà, j'ai trouvé des sistas qui étaient partantes et on a fait notre première manifestation un 22 novembre, je crois, à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes. Voilà. Et on a marché c'était pour les femmes congolaises. Ok. Du coup, parce que je suis d'origine congolaise et que symboliquement, on était plusieurs d'ailleurs à être d'origine congolaise, que moi aussi, ça veut dire femme en lingala, que c'était important pour nous aussi d'avoir un nom afro. Mais encore une fois, voilà, les choses sont venues naturellement, ça nous semblait logique d'être en non-mixité. Ce qui fait toujours cruellement débat Ça fait grincer, ouais. dans une société française universaliste, ouais, universaliste et républicaine. Mais moi, je suis désolé. Après, encore une fois, moi, je cherche pas là à faire l'unanimité et à convenir. Mais pour moi, la non-mixité, c'est un outil politique extrêmement important pour des populations minorisées et voilà, donc moi j'ai côtoyé plein d'espaces mixtes et je le fais dans mon quotidien, mais je crois qu'à un moment donné, on a le droit aussi d'avoir des espaces non mixtes où on s'autorise aussi un peu à réfléchir sur nos stratégies de survie voilà, et de réfléchir aussi à des sur la manière aussi dont on envisage voilà, notre parcours, notre émancipation. Et ça, pour moi, ça passe forcément par un temps en non-mixité. Et puis, il y a l'autre réalité aussi, c'est qu'après, après, il y a aussi la misogynie noire.
Voilà, c'est ça aussi le problème, c'est la misogynie noire de voilà, celle que l'on peut subir venant des dominants et puis aussi celle que l'on subit au sein de nos communautés en fait. Donc Est-ce qu'on peut expliquer misogynie noire pour le podcast, s'il te plaît? bah c'est lorsque c'est une misogynie qui est spécifique en fait aux femmes noires hein, clairement. Donc c'est quand vraiment on s'attache à dénigrer les femmes noires et ça effectivement ben on l'a toute vécu, on l'a toute subi et moi c'est ça qui me frappait aussi dans Moissy, c'est qu'on avait des échanges où en fait à différents endroits putain, on vivait les mêmes choses en fait. Est-ce que ça montre aussi, par exemple, c'est tout le travail aussi qu'a fait Amandine Gay dans son film Ouvrir la voie, tu vois, c'est qu'à un moment donné, on a beau être en Belgique, à Paris, au Canada, ben on va être confronté des fois au même questionnement, et puis au même dénigrement, à la même fétichisation, à la même exotisation, etc. Et que voilà, on peut pas nier le passé colonial bah voilà, de la France et de bien d'autres pays, le passé esclavagiste, etc. Et juste qu'on arrête de nous faire croire que en fait, il n'y a pas des résidus de cette histoire aujourd'hui, en fait. Nous, en tout cas, on le sentait. On le sentait dans des réflexions, mais ça pouvait aller de nos vies professionnelles jusqu'à dans notre vie intime, jusqu'à dans nos intimités et tout ça. Donc voilà, la prise en compte de ces intersections, il y avait vraiment besoin d'un espace où on pose un peu les choses et on se dit voilà, comment on fait les sœurs pour se défendre, pour aussi s'autodéterminer, mais aussi pour se considérer. Euh, c'est pour ça que moi je parlais beaucoup et je parle toujours de flamboyance parce que en fait on vaut, nos vies comptent, on vaut quelque chose, on n'est pas on n'est pas problématique en fait, c'est le système dans lequel on vit qui est problématique. C'est pas nous qui sommes problématiques et voilà, et je sais que des fois la tendance peut être, voilà, comme je te dis, de déprimer, de se dévaloriser, mais faut qu'on croit en nous. En tout cas, moi, dans Moissy, ma foi était là, quoi. C'est que je crois vraiment en la puissance, voilà, des femmes noires, et je crois en leur capacité à s'émanciper. Et c'est pour ça que ce collectif avait lieu d'exister. Mais voilà. J'ai encore deux petites questions à te poser. Qu'est-ce que toi, t'aimerais dire à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, en fait, qui sait pas vraiment ce que c'est que l'afroféminisme, que la misogynie noire, et qui a envie de savoir? Qu'est-ce que tu irais dire à cette personne? Le tout, c'est que le tout, c'est que ça ne te bouffe pas au point effectivement, de t'oublier et peut-être d'en devenir, je sais pas, une sorte, parce que des fois aussi, en fait, je veux dire, moi j'ai l'impression que militer, enfin voilà, ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi, c'est là, j'ai mes convictions, j'ai mes réflexions, ça me structure. Mais moi, j'ai jamais eu la prétention d'être une militante parfaite. J'ai aussi mes failles, j'ai aussi voilà, mes incohérences, tout ça. Mais moi, ce qui m'importe, enfin voilà, c'est aussi d'avancer. D'avancer et voilà, je te dis, aujourd'hui, j'ai l'impression que je choisis aussi mes terrains. Et, euh, et c'est bien aussi quand tu as la possibilité de choisir tes terrains, voilà, de te dire, bah, et si finalement, voilà, j'ai connu Moissy et après Moissy, bah voilà, j'ai créé un Tumblr et après ce Tumblr-là, j'ai fait de la radio et j'ai l'impression, voilà, de continuer à faire du militantisme mais qui se dissipe sous plein de formes. Mais du coup, pour des personnes qui sont blanches, du coup, je dois dire quelque chose ou pas? Bah, si tu veux, oui, si t'as quelque chose à dire, là.
Bah non, mais du coup, bah non, mais moi j'aime toujours quand même m'adresser en fait aux deux, parce que Mhm. pas par souci justement de faire de la pédagogie, mais pour bien expliquer que encore une fois, il y a aujourd'hui des populations qui sont minoritaires et qui font partie de minorités visibles. Euh, et moi, j'aimerais quand même rappeler que on est quand même dans un racisme qui est institutionnalisé. Parce que des fois, je le dis parce que des fois, encore une fois, on peut avoir des discours qui vont se limiter à une vision du racisme qui est juste individuelle et même si ce racisme peut exister, mais moi je crois qu'il faut surtout l'inclure et le voir plus largement dans quelque chose qui est Mm. institutionnalisé, qui est systémique. Parce qu'il y a clairement des populations qui aujourd'hui sont dominantes, sont blanches, et qui ont du capital, du pouvoir, et qui ont bah voilà, des privilèges qui leur permettent d'accéder à des espaces que bah voilà, certaines personnes n'ont pas évidemment accès. Je sais que, bon, peut-être après, peut-être que ce sera, enfin, je sais pas si ce sera pertinent ou pas, mais moi je crois que de toute façon, pour lutter efficacement contre le racisme, je pense que c'est important que les populations racisées, effectivement, aient ces temps en non-mixité. Mais c'est important aussi qu'il y ait des temps de mixtes où on peut aussi avoir des échanges Mhm. et des discussions aussi sur des questions raciales, aussi des questions de sexisme, d'homophobie, etc. Le tout, c'est de savoir d'où on parle et ne jamais perdre de vue ses privilèges. Et qu'il y a un moment donné, je pense que c'est déjà un grand pas d'accepter le fait qu'on est dominant. Et que ça, tant que les dominants ne se remettront pas en question, tant que les blancs n'oseront pas questionner la blanchité, tant que les hétérosexuels ne questionneront pas l'hétérosexualité, tant que les valides, enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est un, pour lutter efficacement contre ces oppressions et pour qu'elles ne se perpétuent pas, il y a un enjeu à questionner en profondeur en fait les mécanismes voilà des hégémonies en fait et ça ce sont que les personnes qui sont dans ces positions là qui sont dans ces hégémonies qui peuvent renverser aussi les choses donc c'est pour ça aussi que on a besoin euh, bah voilà que des dominants aussi écoutent le vécu des personnes qui subissent le racisme et qui soient pas forcément toujours dans un truc on exagère, non mais ils exagèrent, c'est toujours la même chose, Ils se ils se victimisent. victimisent. Faut accepter le fait que être noir ou asiatique ou musulman, c'est une expérience sociale à part entière. Mm. Voilà, qui est ponctuée effectivement, marquée par des oppressions bien spécifiques. Et qu'il y a un moment donné, bah, si tu ne vis pas toutes ces oppressions-là, en tant que personne blanche, euh, enfin voilà, si tu ne les vis pas, je pense qu'il faut pas, comment dire, parce qu'il y a aussi des fois moi je dis, il y a souvent les sanglots aussi des dominants, Mm. enfin, qui, qui je trouve aussi étouffent un peu les débats et font pas avancer le schmilblick, quoi. Super. Pour finir, est-ce que tu as des lectures, films, n'importe quel support culturel, en passant par le jeu vidéo, je m'en fous, qui puissent nourrir un peu, enfin qui ont nourri ta pensée et qui pourraient nourrir la pensée de mes auditeurs et auditrices que tu aimerais conseiller? Des lectures. Alors déjà, moi, je vais être honnête, moi, je suis arrivé à la lecture très tard, hein. Euh, je le dis parce que j'ai longtemps culpabilisé de ne pas lire beaucoup. Et en fait, j'ai repris plaisir à lire des choses parce que c'était peut-être aussi des choses qui du coup me touchaient. Mm. Enfin, euh, alors, il y a des livres qui m'ont bouleversé ou qui m'ont un peu
bousculé. Il y a... alors, déjà, il y a Sister Outsider de Audre Lorde. Mhm. Ça, c'est sans doute un des plus beaux livres que j'ai lus de ma vie. Euh, voilà, pour moi, c'est juste... voilà, c'est un beau livre. Je peux pas... Moi, je pense que c'est un livre qui se raconte pas, c'est un livre qui se lit et voilà. Et qu'il faut savourer vraiment chaque page. Alors, merci beaucoup, Sharon. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que tout ça vous a donné envie d'approfondir le sujet. Vous trouverez dans la barre d'infos toutes les références citées par Sharon et celles qui m'ont aidé à préparer cet épisode. Ben, merci beaucoup de m'avoir convié à cette émission et puis longue vie à tes podcasts. La Pelade est un podcast que j'ai créé grâce à la Fédération de Paris de la Ligue de l'Enseignement. Je suis responsable de son contenu. Alexandre Ténez a composé le générique et s'occupe également du son. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je suis disponible sur à peu près toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. N'hésitez pas non plus à me soutenir en me donnant plein d'étoiles, des pouces bleus, des gentils commentaires, etc. Bonne soirée.